Mesdames, Messieurs, bonjour. De nouveau, nous poursuivons l'analyse du préambule de la Constitution de 1946, intégré au bloc constitutionnel de la Constitution de la Ve République, actuellement en vigueur en France. Nous en sommes rendus à l'article 12. Alors, je vais faire une première lecture et une conclusion assez rapide, enfin quelques points saillants rapides. Puis je donnerai la parole à Guillaume pour qu'il puisse réagir à cet article avant qu'il nous quitte, car il ne veut pas rester durant toute la réunion. Je referai un exposé plus exhaustif ultérieurement, puis nous en débattrons comme nous en avons l'habitude. Alors, article 12. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Donc cet article pose le principe de la solidarité nationale et de l'égalité de la contribution des citoyens français vis-à-vis des malheurs affectant largement la communauté nationale. Donc, pour faire court, je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'il y a un principe qui est énoncé de manière partielle, et donc il y a émission d'un avertissement pour l'imitation contestable du principe de solidarité nationale. Première conclusion. Seconde conclusion. Un point de pénalité cette fois-ci pour structuration défectueuse dans l'expression des deux volets du contrat social, puisque en fait, quand je développerai, il y a des devoirs, des obligations qui sont ici exprimés de façon confuse au regard du contrat social qui est censé s'exprimer au travers de la Constitution. Bon. J'espère que ces éléments, ces bribes permettront à Guillaume d'alimenter sa réflexion et de pouvoir nous donner une opinion là-dessus. Si tu veux que je relise l'article, Guillaume. Non, c'est bon. Merci Luc, je l'ai sous les yeux. Ok. Merci pour cette première présentation succincte. Je vais être court parce que si je peux comprendre l'article, la philosophie, le principe de l'article, il reste trop flou dans tout un tas de termes qu'il emploie, tels que solidarité, égalité, et même calamité nationale, et même charge. Tous ces thèmes, tous ces mots-là ne sont pas suffisamment clairs. Il n'y a pas d'annexe à laquelle se référer pour véritablement comprendre de quoi on parle. Donc, il me semble qu'ici, on parle de cohésion face cohésion nationale, cohésion entre les Français, face à des problèmes d'ampleur, donc effectivement de solidarité, etc. Mais ça, c'est vraiment du principe, et c'est pas suffisamment ancré sur une description claire de ce que l'on entend, et donc, encore une fois, c'est trop vague. Le principe peut être sous-entendu, mais c'est trop vague pour être un article de, comment ça s'appelle, pas de constitution, mais de préambule suffisamment stable sur lequel réfléchir. Voilà pour ce que je pouvais dire sur cette première partie. Et messieurs, Luc, je te laisse reprendre. Messieurs, je vous laisse continuer. D'accord. Merci Guillaume. Donc je vais redonner lecture et faire lecture complète de l'analyse que j'ai faite de cet article. Donc je le répète, l'article 12 énonce que la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Donc cet article pose le principe de la solidarité nationale et de l'égalité de la contribution des citoyens français vis-à-vis des malheurs affectant largement la communauté nationale.
Je rappelle ici les limites applicables aux principes énoncés dans le préambule de 1946 et déjà évoqués à de multiples reprises dans notre analyse. Du présent principe, il en résulte que tous les citoyens, touchés de près ou de loin, voire pas du tout, par une calamité nationale, se doivent de contribuer aux charges, de participer aux réparations en résultant. Ce principe donne une base à la législation sur les catastrophes naturelles, par exemple. On notera également son caractère conjoncturel, issu des destructions importantes provoquées dans le nord-ouest de la métropole par la Deuxième Guerre mondiale. Plus fondamentalement, la notion de solidarité et d'égalité face au malheur est un ciment important de la nation. On pourrait d'ailleurs s'étonner de ne pas la rencontrer dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les constitutions récentes des pays y font fréquemment référence, et de manière plus large que les seules calamités. C'est en particulier le cas de la Constitution espagnole, où la multiplicité des peuples rend difficile la constitution en une nation unifiée. Les réticences, entre guillemets, des Basques ou des Catalans pour contribuer en faveur des régions plus pauvres d'Espagne, comme l'Andalousie ou la Galice, en est une illustration. Aussi, tenant compte du caractère partiel du principe énoncé, nous émettons un avertissement pour l'imitation contestable du principe de solidarité nationale. On notera d'ailleurs que ce qui peut être considéré comme une lacune a été rempli progressivement par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, mais plutôt en référence aux articles précédents et suivants de ce préambule de 1946. Il en résulte, dans une certaine mesure, une inversion de sens par rapport au présent article, comme nous allons le voir maintenant. Car ce principe de solidarité nationale pourrait apparaître bel et bon. Pourtant se glisse ici une inversion de la charge à supporter par chaque Français, qui n'a pas sa place ici. Rappelons tout d'abord que la hiérarchie des normes, pyramide de Kelsen, que vous trouverez sur Internet facilement, positionne la Constitution au sommet du droit. Une Constitution étant communément structurée en deux parties, le préambule et le corps. Premièrement, donc, le préambule pose les principes garantis envers le citoyen par la République. Il s'agit ici de la forme constitutionnelle typique. La DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en est un exemple. Nous sommes donc dans le sens des obligations de la société nationale envers ses membres. Le mot obligation ici étant entendu au sens de Simone Veil, la philosophe 1909-1943, c'est obligation de la société envers les membres de cette société. Deuxièmement, le corps de la Constitution pose les principes constitutifs de la République, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions. Règles qui permettent d'élaborer les lois. C'est-à-dire en particulier les règles coercitives auxquelles sont soumis les résidents sur le territoire national. Nous sommes là, en l'occurrence, dans le sens des devoirs des citoyens envers la société nationale.
C'est en cela, de ces deux faces, que cet ensemble constitutionnel formalise le contrat social, pour reprendre l'expression de Rousseau, avec dans un sens des obligations de la nation envers le citoyen, et dans l'autre des devoirs sociaux des citoyens envers le reste de la nation précisément. Ici, par conséquent, on place des devoirs du citoyen dans la partie normalement dédiée à l'expression des obligations de la société envers elle, à son égard, pardon. C'est donc une anomalie. Ceci place le lecteur en situation de confusion des genres dans l'expression du contrat social, et c'est pourquoi nous appliquerons un point de pénalité pour structuration défectueuse dans l'expression des deux volets du contrat social. Je n'ai pas relevé, comme vient de le faire Guillaume, l'imprécision sur les termes, évidemment, puisque c'est une pénalité que nous relevons très très fréquemment. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons modifier légèrement le programme de travail du cercle du renouvellement constitutionnel, justement pour préciser les termes, et que nous allons anticiper les travaux sur le glossaire dans les prochaines séances. Donc je n'ai pas relevé ici le fait de la non-définition et de l'imprécision des termes employés, puisque nous le faisons très régulièrement par ailleurs, et Guillaume l'a souligné de nouveau. Voilà, messieurs, j'ai voulu simplement justement apporter un autre éclairage, un éclairage particulier sur deux points, hein. La notion de solidarité, d'une part, qui me semble tout à fait importante, hein, notion ciment de la nation, et cette notion de mélange des genres entre les parties préambule et plus articles et lois qui en découlent. Messieurs, je vous laisse réagir. Je vais réagir. Écoutez, je partage pas vraiment du tout l'impression de recul, de méfiance ou je sais pas quoi par rapport à cet article. Pour moi, cet article, au contraire de ce que dit Guillaume, est assez clair. On est malgré tout dans l'énoncé d'un principe. Voilà. Je ne vois pas vraiment de problème quant aux mots utilisés. On comprend assez bien ce qu'il veut dire. Il met en perspective, en dualité, enfin voilà, je voulais parler de dualité entre solidarité et égalité, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'expression d'une certaine façon de l'encapsulement dans une phrase, de la mise en présence de deux notions du donnant-donnant, c'est-à-dire que au titre de la solidarité, mais aussi au titre de l'égalité, mais en l'un face à l'autre, pour justifier que tout le monde, tout citoyen doit être solidaire des malheurs que pourraient arriver, qui pourraient arriver à d'autres sur le territoire national. Donc, pour moi, bien au contraire, moi tout ce que je pourrais en dire, c'est que lorsque on lit la Constitution, on a l'impression que la Constitution est beaucoup plus principielle que le préambule, qui devrait l'être à l'inverse. C'est-à-dire le préambule devrait peut-être poser des choses plus généralistes, et quand on se penche sur la Constitution, on pourrait peut-être avoir la satisfaction d'y trouver des détails et des déclinaisons de ce qui a été énoncé à la fois dans la Déclaration des droits de l'homme et ensuite dans le préambule. Mais lorsqu'on on regarde la Constitution, les notions de fraternité, etc., sont peu explicitées.
les exemples qui en sont donnés ou les cas qui pourraient faire valoir cette solidarité, donc tournent effectivement autour de l'éducation, du social, etc. Mais là, dans le préambule, ils ont ils ont ressenti le besoin de parler de calamité, de malheur s'abattant sur la nation ou partie de la nation. Donc là, ils rentrent dans un effet, ça fait une espèce de focus, un effet on a l'impression de détails qu'on pourrait plutôt entendre dans un endroit du bloc constitutionnel plus bas. Et on peut imaginer que le préambule est au-dessus de la Constitution. Bon, enfin voilà. Donc non, pour moi, cet article, on le comprend lorsqu'on le lit, une dualité, enfin une mise en place d'une dualité de deux notions, enfin pour exprimer donc pour justifier qu'on puisse venir en aide, solliciter autrui pour venir en aide, faire participer les uns les autres à une opération de sauvetage ou voilà sur le territoire. Solidarité et égalité, ce sont les deux notions qu'ils ont estimé faire intervenir pour justifier cet article. On peut bien imaginer que liberté n'était pas une ressource importante ou voilà, c'est solidarité et égalité qui justifie cet acte de don d'une partie de la nation pour aider une autre. Voilà, pour moi, je ne vois aucun problème et pas vraiment de pénalité ou quelle qu'elle soit. Voilà. Christian? Oui. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Oui, alors, par quoi est-ce que je vais commencer? L'article en lui-même, tel qu'on le lit, la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Il est manifestement imprécis. Alors attention, la différence qu'il y a entre clarté et imprécis, on en a déjà parlé, les trois critères qu'on avait définis, clarté, précision, cohérence interne, cohérence externe. On avait dit que clarté et précision, c'était pas la même chose. Oui, cet article est clair, et qu'on comprend ce qu'il veut dire, on comprend des mots, hein, bon, mais il est incroyablement imprécis. C'est-à-dire que quand on dit, mais concrètement, ça veut dire qu'on fait quoi? Bon, eh bien, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il est imprécis, je vais m'en expliquer. Donc, les points de pénalité qui sont donnés pour imprécision me paraissent hautement justifiés. Et je dirais que tout ce texte, le préambule de la Constitution de 46, est un exemple, je dirais, le plus édifiant, les illustratifs, de comment on peut écrire des choses aussi imprécises qui sont, à mon avis, qui ne relèvent pas du droit. Et là, bon, je vais revenir sur ce que dit Luc, à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans un préambule, les devoirs, les obligations du citoyen envers la nation ou de la nation envers les citoyens. Je reviendrai là-dessus. Mais de toute façon, en tout état de cause, ce préambule du 46, c'est un prêche de curé en disant écoutez les enfants, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Voilà. Bon, grosso modo, voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, ça n'a, à mon avis, aucun sens dans le cadre d'une constitution, dans la mesure où Luc a bien dit ce que c'est qu'une constitution, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout et qui doit guider la rédaction de la loi. C'est-à-dire quand on lit une loi, on dit elle est bien conforme à ce qui est écrit dans la Constitution. C'est d'ailleurs le boulot qu'on fait au sein du CRC tous les jours. Et c'est là où on s'aperçoit que si des articles de la Constitution ne sont pas précis, on peut faire n'importe quelle loi derrière, ils seront toujours cohérents d'après le Conseil constitutionnel. Il aura besoin de dire c'est écrit ça, donc voilà. Bon, donc énorme, c'est un océan d'imprécisions, et donc de ce point de vue-là, pour moi, cet article est nul et non avenu. Alors bon, il indique
qu'il faut qu'il y ait une solidarité quand il y a une catastrophe nationale. On ne sait pas ce que c'est qu'une calamité nationale. L'égalité de tous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que tout le monde doit mettre sa main à sa poche ou est-ce que c'est fiscalisé? Et puis la nation. Alors, la nation, ça tombe bien, c'est le premier mot qui est à l'ordre du jour pour la semaine prochaine d'étude du glossaire. Nation, bon, on ne sait pas ce que c'est. Ben, tant qu'on n'aura pas, nous, débattu au sein du CRC pour dire ce que c'est que la nation, est-ce que la nation, c'est le gouvernement? Est-ce que c'est est-ce que c'est le ministère des Finances? Qu'est-ce que c'est que la nation? Alors, si c'est la nation, c'est le peuple assemblé, ça veut dire que quand il y a une calamité nationale, il faut que chacun mette sa main à la poche, et donc il doit y avoir une institution, une espèce de banque de collecte. Enfin bon, tout ça, c'est un capharnaüm innommable. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire du préambule. Une constitution, nous a dit Luc. Alors, bon, ça n'engage que lui, il nous dit comment doit être une constitution. Moi, je ne sais pas comment ça doit être une constitution. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un texte qui est au-dessus de tout le corpus juridique, et que le corpus juridique ne doit pas être, enfin, le corpus législatif, les codes juridiques, ça ne doit pas être en contradiction avec la Constitution. C'est tout ce que je sais, mais dire qu'il y a un préambule dans une constitution qui a, disons, une certaine éthique, et puis après des articles de Constitution, bon, pourquoi pas, c'est pas une loi, puisqu'on assiste de toute façon à un capharnaüm. Bon. Et le préambule, où est-il? Où est-il le préambule? Dans le bloc constitutionnel. Dans le bloc constitutionnel, nous avons la DDHC, nous avons ce truc qui s'appelle le préambule de la Constitution de 46, qui était le préambule de la Constitution de 46. Nous avons la Constitution du 4 octobre 1958, dans laquelle il y a un préambule, et puis on a la Charte de l'environnement. Donc, moi, je suis incapable de dire quel est le préambule de la Constitution, du bloc constitutionnel. Je ne sais pas, il y a des trucs, des préambules. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un préambule? Quelle est la différence, quelle est la spécificité d'un préambule et du reste de la Constitution? Je ne sais pas. Est-ce qu'il doit y avoir un préambule? Et ensuite, je n'en sais rien. Bon. Alors, Guillaume nous dit une chose très intéressante. Il nous dit, oh ben, bon, lui aussi trouve que c'est royalement imprécis, c'est l'article 12, mais il nous dit, bon, après tout, ce n'est que du principe. Alors, je pense, comme il n'est pas là, je peux toujours lui faire dire ce qu'il est, parce qu'il n'est pas là. À mon avis, il veut dire, ce n'est que du prêche. Hein, c'est mes frères. Bon, parce qu'un principe, c'est pas ça. Attention, un principe. Hein. Un principe, c'est pas un truc flou. Sinon, c'est pas un principe. Alors, d'ailleurs, dans la définition des mots, parce qu'on emploie souvent le mot principe, mais je suis pas sûr qu'on ait tous la même définition de ce que c'est qu'un principe. Un principe, pour moi, c'est une proposition claire qui fonde l'intégralité d'un raisonnement et duquel on peut déduire des modes d'application, c'est-à-dire en termes législatifs, des articles. Bon, c'est ça un principe. Si c'est pas ça, bon, ça s'appelle pas un principe. Et ça, je dirais la définition que je donne du principe, on ne peut pas l'appliquer à l'article 12 de cette espèce de texte. Donc, on va dire que ce n'est pas comme un principe, ce n'est même pas un principe. Voilà, c'est une espèce de prêche, de prétoire. Bon. Et ensuite, alors Jean-Charles, toujours dans l'histoire du principe, Jean-Charles nous dit alors le contraire, lui, parce qu'il nous dit moi je lis dans l'article 12 un principe clair. Bon, donc je m'inscris en faux par rapport à ça. Et puis ensuite, il nous dit quelque chose d'assez surprenant, la Constitution, en fait, elle est beaucoup plus principielle que le préambule. Bon, alors, la Constitution. Lorsque tu lis la Constitution de 1958, elle n'est absolument pas principielle. Il y a peut-être 2 ou 3 articles au début où on dit liberté, égalité, fraternité, gouvernement du peuple. Tout le reste, c'est la cuisine. La cuisine de l'oligarchie. Faut faire ci comme ça, faut faire ci comme ça. Bon, non. Une Constitution, elle est principielle. Si elle énonce des principes, à la limite, elle pourrait n'annoncer que des principes, dans la mesure où ils répondent à la définition que j'en ai donnée, clair, précis, et duquel on peut découler des modes d'application ordinaires, de la loi ordinaire, et elle pourrait très bien ne pas avoir d'article du tout. Hein. Bon, ça on en a déjà parlé. Mais en tout cas, dire que la Constitution est plus principielle que le préambule, je pense que c'est, d'abord c'est faux, puis ensuite ça devrait être le contraire, c'est qu'en principe,
si on se reprend le schéma, qui est un schéma intéressant, que propose Luc, dans une constitution, il y a un préambule qui énonce des principes, et puis ensuite des articles de constitution qui doivent être en principe des déclinaisons de ce principe, et dessous, dans les codes juridiques, des déclinaisons des déclinaisons. Bon. Donc, voilà. Ensuite, dernier point. Alors, chose sur laquelle on a déjà pas mal discuté, toujours en désaccord avec Luc sur ce point, c'est cette histoire de devoir du citoyen vis-à-vis de la nation, enfin vis-à-vis de la collectivité, hein, devoir du citoyen vis-à-vis de l'État, on va dire. Hein. Bon. Reste nation, peuple, société, État. Bon. Alors, des devoirs, alors je m'inscris en faux, totalement faux. Une constitution n'a pas à dire que le citoyen a des devoirs vis-à-vis de la collectivité. Alors, bon, elle peut le faire. Elle peut le faire. Bon, mais ça fait partie des constitutions, que toutes ces phrases qu'il y a dans les constitutions qu'on va pouvoir ranger dans la rubrique, ce sont l'énoncé de devoir qu'a le citoyen vis-à-vis de la collectivité, c'est des prêches de curé. Le citoyen, il n'a pas de devoir, il a des obligations. C'est-à-dire, vous devez faire ça, si vous ne le faites pas, vous avez une sanction. Ça, c'est une obligation. On n'a pas à dire à un citoyen, vous devez le faire parce qu'il y a un intérêt supérieur. Et généralement, chaque fois qu'on énonce ce devoir, on l'énonce de façon pas précise, pas claire, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'on dit que c'est un devoir. Bon. Donc, la Constitution ne peut pas faire la morale. La Constitution n'est pas là pour faire la morale. La Constitution est pour dire, si vous faites ça, vous êtes sanctionné. Ça, vous avez le droit de le faire. Point final. Elle n'a pas à dire pourquoi on a le droit de faire ça, et elle n'a pas à dire pourquoi on n'a pas le droit de le faire. Elle a à dire de façon précise pour qu'on comprenne bien ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça que là, on entre effectivement dans la philosophie, on sort de l'analyse, disons, technique du droit et on rentre dans la philosophie du droit. Est-ce que dans le droit, on doit faire intervenir de la morale? C'est un débat. Je pense que non, je fais partie de ceux qui pensent que non, et chaque fois que je débusque dans un énoncé de constitution, de préambule, tout ce que vous voulez, quelque chose qui est de la morale, qui dit aux citoyens, vous devez faire ça parce que voilà, il y a un intérêt supérieur, et puis voilà, et on va vous sanctionner parce que c'est pas bien, non, on vous sanctionne parce que le pouvoir a décidé qu'on vous sanctionnerait. Voilà, parce que la majorité, parce que la démocratie a dit que ça devait être sanctionné. S'il y a des justifications morales, il y en a forcément, parce que lorsqu'on décide quelque chose, c'est qu'on a des raisons de le faire. Bon, elles n'ont, en tout état de cause, pas lieu d'être écrites dans une constitution. Voilà ce que j'avais à dire pour ce point. Bien, je peux répondre. Donc moi, mes observations sur la clarté ou quoi que ce soit, ou en tout cas sur lorsque je parlais de la Constitution qui était plus principielle, etc., c'est d'un point de vue sur la solidarité, sur le thème de la solidarité. On voit dans la Constitution peu d'articles qui parlent de solidarité, de fraternité. C'est un petit peu un laisser pour compte. Et là, on voit un exemple dans ce préambule que là, on va chercher un exemple particulier, la calamité, etc. Donc, on a l'impression que là, dans cet article, on rentre plus dans le détail au stade du préambule que dans la Constitution elle-même, du point de vue de la solidarité et de la fraternité. Là, ils vont chercher un exemple d'application. Voilà, de cet échange de devoirs, d'égalité, d'obligations, des citoyens. Donc ça, c'est juste pour dire que je me suis mal exprimé. Ce n'est pas la Constitution qui est moins principielle. Non, je me mélange. Ce n'est pas la Constitution qui est plus principielle, mais c'est sur le thème de la solidarité que je m'exprimais. Voilà. Ensuite,
ton observation, Christian, sur le préambule et le capharnaüm que tu as dressé autour de cette notion de préambule par rapport à l'existence d'une constitution, etc. Je suis bien d'accord qu'il y a plein de remises à plat, mais moi, je faisais un commentaire uniquement sur cet article 12. Je n'intervenais pas pour expliciter, pour dire que ça devrait être à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, ou qu'au contraire on devrait enlever le préambule et mettre les principes à des endroits. Enfin, voilà, je ne faisais pas le ménage lorsque je me suis exprimé à ce sujet. Ensuite, et pour finir sur tout ce que tu viens de dire sur le que la Constitution ne devait pas dire pourquoi. Il est quand même particulier que d'aller revendiquer l'imprécision, enfin de pointer l'imprécision de plein de choses, sans laisser le champ au pourquoi des choses aussi. Et lorsque on ne dit pas pourquoi à quelqu'un, on l'infantilise. Voilà. Donc, pour moi, ça m'est pénible d'entendre qu'une constitution qui doit poser des principes ne peut pas dire pourquoi elle va édicter tel truc, ou telle obligation, ou tel devoir, ou tel droit. Il me paraît important d'avoir quand même un stade où on justifie les choses. Et si on ne le justifie pas dans la Constitution ou dans quelque chose qui est au-dessus des lois, à ce moment-là, on est dans une espèce de choses impalpables, sans à quoi s'accrocher pour savoir pourquoi on vit sous ces lois-là et sous quel principe et quel principe. Le principe est basé malgré tout sur quelque chose qui a une explicitation, qu'elle soit inspirée du juste, de la psychologie des individus, de je ne sais quelle sociologie, anthropologie, etc. Il y a quand même la nécessité à un endroit dans une société d'expliquer le pourquoi. D'ailleurs, on parle souvent, l'homme se pose la question de son existence et pourquoi il est là, pourquoi il vit, etc. Et si l'association de tous les hommes est basée sur aucune explication, aucun pourquoi, là on est en roue libre pour faire n'importe quoi, donc ça m'est difficile de valider ce que tu viens de dire. Voilà, je vais terminer pour ces réponses. Tu veux répondre, Christian, à ça? Oh, justement, il y a une place dans la société pour expliquer le pourquoi, oui, mais pas dans la Constitution. Et oui, les principes qui sont écrits dans la Constitution, ils émanent d'idéologie, ils émanent de pourquoi. Oui, et c'est pour ça qu'on a écrit ce principe, et ce principe se suffit lui-même, on n'a pas besoin de dire pourquoi on l'a écrit. Voilà ma position, mais claire, mais ça veut pas dire que nulle part dans la société, il doit y avoir des endroits où on explique pourquoi. On explique pourquoi déjà dans les assemblées, lorsqu'on rédige les principes. Et en principe aussi, d'autres signifiants, quand on lit, on comprend bien pourquoi il a été écrit. S'il est bien écrit. Ouais. Et j'ai la prétention de penser que cet article 12, on comprend très très bien pourquoi il est écrit, dans quelle dualité il est mis en jeu pour le justifier, la solidarité et l'égalité entre les citoyens pour faire face à une calamité nationale. Voilà. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun mot qui est précis, il n'est pas précis. On comprend bien. Pour moi, c'est hyper précis. Moi, j'ai aucun problème avec aucun des mots qui sont là, sauf au détour du mot nation, peut-être à la limite. Mais bon, c'est un principe. Les charges qu'on pourrait subir restent un focus suffisamment éloigné pour pouvoir englober toutes les calamités qu'on peut. Voilà. C'est quoi l'égalité de tous les Français? Chacun met à la poche le même montant, c'est quoi? Nation, qu'est-ce que ça veut dire? L'égalité, qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est un développement technocratique. Qu'est-ce que c'est l'amitié nationale? Tu as parlé de est-ce que ça serait chacun à sa poche, est-ce que ça serait fiscalisé, etc. Mais là, c'est un développement
technocratique de ce qui est contenu dans cet article. Donc effectivement, on peut s'engager dans un article de préambule à décliner toutes les conséquences technocratiques et administratives de telle chose, et à ce moment-là, ce n'est plus un préambule qui se veut suffisamment succinct pour édicter quelque chose qui soit un peu principiel, mais à ce moment-là, on décline toute la loi à l'intérieur même de l'article. Comment elle est appliquée, et à qui, comment, enfin non, voilà, on peut pas demander d'écrire quelque chose de principiel et de décliner absolument tout ce qui en découle. À ce moment-là, on se retrouve entre énarques à écrire tous les détails, voilà, et entre juges, entre tout ce que tu veux, pour écrire tous les détails qui sont contenus dans le principe. Oui, voilà, on se perd voilà, c'est un livre par article, quoi. Alors c'est l'éternel débat, hein. Oui. Bon, avec ce qui est écrit dans le préambule, notamment le préambule 46, on peut derrière faire n'importe quelle loi. On va toujours pouvoir le justifier. Bon, ce qu'on demande à une constitution, et durant ce niveau de principe, là, ce serait effectivement dans le préambule, on demande que le principe soit clair, et là, il n'est pas clair du tout. Alors oui, il n'est pas rentré dans les détails à la virgule près, mais qu'est-ce que c'est que... Bon, comment être précis sans entrer dans les détails, les arcanes? Bon, c'est possible. C'est possible. Justement, c'est le travail d'un bon rédacteur de constitution. Alors, je vais me permettre peut-être de conclure sur ce que vient de dire Christian, qui me donne une opportunité de dire que nous avons également un débat ouvert sur ce sujet, hein, donc nous aborderons donc tardivement maintenant, puisque nous allons parler du glossaire. C'est qui parle, le but était de regarder s'il était possible d'exprimer en langage courant, en langue française par exemple, des choses formelles et non ambiguës et donc précises. Nous avons un débat là-dessus qui est prévu. Bon, peut-être aurait-il fallu le mener justement avant le glossaire, parce que ça pourrait être intéressant de voir si c'est justement possible ou pas, parce que du coup ça bornerait, je dirais, ce travail-là. Mais bon, on ne peut pas travailler, faire tout en même temps, donc voilà. Les choses se réordonnanceront d'elles-mêmes. Sur ce que disait Christian sur le contrat social, sur la distinction que je fais entre la partie préambule et la partie article, corps d'une constitution, c'est une structuration que l'on rencontre dans plein de constitutions, et avec justement cette double, c'est dans les deux sens, et c'est ainsi que se forme le contrat social. Hein, c'est vraiment l'idée d'une constitution, c'est de former le contrat social entre les citoyens et la République, et la nation constituée sous forme républicaine. Eh bien, c'est la formation de ce contrat social. Dans un contrat, vous avez les clauses à l'avantage de l'un et les clauses à l'avantage de l'autre, les engagements des uns et des autres. Et donc, il faut bien qu'il y ait des parties qui avoir des parties bien distinctes pour ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre est important. C'est en cela qu'il y a cette structuration très usuelle, hein, dans les constitutions. Après, Christian, il ajoute, et là on a un problème toujours avec les termes, hein. C'est pour ça que j'ai bien précisé dans le terme, quand je parlais d'obligation, dans quel sens j'employais ce terme, hein. Je l'emploie souvent de cette façon-là, donc là j'ai bien précisé dans quel sens. Par contre, devoir, pour moi, Christian y a mis une charge morale que je ne mets pas forcément. Pour moi, dans le sens dans lequel je le mets là, c'est dans le sens où lui, il emploie obligation. Sauf que moi, j'emploie pas obligation dans le même sens. Donc, c'est ennuyeux. Nous revenons toujours à ce dilemme. Donc, obligation, c'est des devoirs, c'est bien des choses que doivent faire les citoyens. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Là-dessus, doit-il y avoir une morale dans
au moins une partie de la Constitution dans cette partie devoir. Moi, j'appelle comme ça, hein, je suis désolé, parce que ça me semble plus... on doit faire ça, ça me semble plus simple à comprendre. Eh bien, je crois que oui. Parce que, justement, entre ce préambule... Oui, je vais expliquer pourquoi. Non, mais justement, dans cette structuration entre le préambule et le corps, il y a une glue à faire entre les deux. Et cette glue à faire entre les deux, c'est là notamment on va peut-être trouver cette notion de solidarité, ces notions de qu'est-ce que c'est que la nation, cette notion de comment se forme le contrat social. Et qui va expliquer, donc ce seront la morale républicaine, appelons-la comme ça, hein, qui dit, eh bien, quand on s'engage dans le contrat social, donc articuler ce préambule avec le corps de la Constitution, eh bien voilà dans quel sens, quelles sont les modalités de cette articulation. Et là, on peut avoir des principes moraux, comme le principe de solidarité qui peut s'exprimer à ce niveau-là, me semble-t-il. Voilà, pour moi, c'est la vision que j'ai des choses qui me semblent... Enfin, il y a beaucoup de constitutions qui sont formées de cette façon-là. Donc, alors, pas forcément être cette articulation avec cette glue, justement, hein, qui me semble importante, hein, de bien, hein, qui est souvent implicite. Bon, j'ai cité la constitution espagnole, mais c'est pas anodin si j'ai cité cette constitution. Et puis oui, sur Jean-Charles, quand il dit que les principes, il faut énoncer des motifs dedans, oui, c'est tout à fait essentiel. C'est essentiel de motiver les lois, de motiver les principes que l'on a. Alors ça peut être autoportant, c'est mieux quand c'est autoportant, évidemment. Mais ça permet aussi que tous les citoyens comprennent la loi, comprennent la Constitution, c'est la loi des lois, donc c'est encore plus important que les citoyens la comprennent. Hein. Donc il faut que, malgré tout qu'elle soit relativement concise et dans un langage assez commun, malgré tout. Et en plus, il faut qu'elle puisse être interprétée par la justice en cas de litige, justement. Parce que, et là, je dirais même que on parle souvent de l'imprécision des principes, mais l'imprécision des principes me semble même souhaitable, parce que dans de multiples cas, parce que si on n'a que des principes extrêmement rigides, enfin, moi je trouve qu'on se retrouve dans un enfer, avec c'est un peu la situation actuelle, avec un corpus juridique, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de textes législatifs, où, en définitive, tout est extrêmement précis, mais plus personne n'y comprend rien. Et donc, l'imprécision permet justement la souplesse. Je pense que c'est important. Hein. Ça, c'est aussi une chose qui, je pense qu'il faut que l'on ait en tête. Est-ce que vous voulez conclure également ? Mais je voudrais revenir sur lorsque j'utilisais le mot dualité. Dans un sens oui, de conclusion, oui. Hein, on est d'accord ? Bon, d'accord, ok, mais je vais essayer. Ils mettent le mot solidarité, égalité là dans cet article. Ce que je comprends, c'est que, par exemple, on aurait pu écrire l'article « La nation proclame la solidarité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Et on aurait pu ne pas parler d'égalité. Pourquoi égalité est important ? Égalité est important à deux titres. L'égalité, ici, justifie, en sous-texte, en non-dit, on ne peut pas se dire égaux, et c'est au titre de cette égalité qui a été proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est à ce titre que cette égalité appelle ou incite à justifier la solidarité. On ne peut pas être égaux, se proclamer égal aux autres sans avoir l'empathie nécessaire qui est contenue dans la solidarité. Voilà, donc là, c'est l'affaire que les Français se respectent les uns par rapport aux autres au titre de cette égalité, et donc ils trouvent cette expression dans cet acte de solidarité. Et ensuite, l'égalité est là aussi pour dire que les Français participent à cette solidarité
à égale quantité de chacun, enfin de ce qui peut représenter dans la balance de ces charges et de ces aides face aux calamités nationales. Donc voilà, je voulais exprimer cette donnée et le mot égalité, la présence du mot égalité dans cet article qui me paraît importante à 2 titres. Voilà. Bon, il nous reste 10 minutes. Un dernier mot, Christian? Oui, bah, on reste 10 minutes, donc on peut, alors, bon, évidemment, on peut parler encore pendant. On est sur un sujet extrêmement important que tu as rappelé très bien, Luc, c'est-à-dire, peut-on écrire une loi qui soit précise? Bon. C'est un sujet. Et le faut-il? Oui, le faut-il. Alors, j'allais. Oui, absolument. Le faut-il. Enfin, que tu dis? Bon, et tu n'es pas le seul. Loin de là. Vous êtes d'ailleurs 2 ici. On est là. Bon. Et donc, c'est un sujet extrêmement important, central, peut-être même le plus important, parce que les lois, hein, depuis qu'elles ont écrites, depuis Clovis ou Attila, hein, bon, ben, ça tourne autour de ça. Est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire une loi, finalement, ou fait, bon, évidemment, il n'y a qu'à avoir quelqu'un qui décide pour tout le monde. Puis, bon, on tourne toujours autour de ça. À partir du moment, bon, soit il y a quelqu'un qui décide pour tout le monde, c'est pas quelqu'un qui fait les lois, le Seigneur a dit, soit on écrit une loi. Et si on écrit une loi, et si on dit, oh, oui, mais la loi, bon, finalement, c'est pas la peine qu'elle soit très précise, parce que tout ça, le Seigneur, il l'interprétera comme il veut. J'ai l'impression qu'on revient au point de départ. Et je fais partie de ceux qui pensent que écrire la loi, c'est se préserver de l'arbitraire, et que plus la loi est précise, plus on se préserve de l'arbitraire. Et quand j'entends l'imprécision souhaitable de la loi, eh ben, on est en plein dans le débat. Pour moi, dire qu'il est souhaitable que la loi soit imprécise parce qu'on va pouvoir l'interpréter, bon, ça donne, disons, toute l'attitude au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, qui est-ce qui le maîtrise, hein? Y a-t-il 2 poids 2 mesures? Quand la loi est précise, il n'y a pas de poids 2 mesures. Un bras égale tant, il n'y a pas de poids de mesure. Peu importe la raison pour laquelle on a coupé le bras, c'est pareil. Bon, la justice sociale, c'est-à-dire la justice qui tient compte de la raison pour laquelle une infraction a été perpétrée et que donc en fonction de la raison pour laquelle on a perpétré la même infraction, les peines vont être différentes. Bon, ça c'est une philosophie du droit qui est différente. Bon, elle existe. Hein? Bon, il y a une philosophie du droit qui est comme ça, justice sociale. Faut pas que les lois soient précises. La justice, elle, est vertueuse par définition. Donc, voilà, on va s'arranger entre juges. Et puis, il y a une autre philosophie de la loi qui s'appelle l'automaticité des peines, où la loi est extrêmement précise. Et alors, quand j'entends dire, oui, mais alors il va y avoir 200 000, 300 000 lois. D'abord, ils y sont déjà. Oui, mais c'est ça le problème. Le fait qu'il y ait 140 000 lois ne veut pas dire qu'il y a 140 000 lois précises. Et il y a 140 000 lois imprécises. Donc l'imprécision s'ajoute à l'imprécision. Ça n'est pas la quantité de lois qui crée l'imprécision. Et je dirais même que si la loi est précise, on a besoin de peu de lois. Voilà. C'est cette philosophie du droit-là qui existe, dont je fais partie et que je... Et dernier mot, lorsque Jean-Charles dit, lorsque je dis, il ne faut pas expliquer une loi. On dit, voilà, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. On ne vous dit pas pourquoi. Et Luc dit, évidemment, c'est mieux quand c'est autoporté. C'est-à-dire, c'est mieux lorsque, quand on lit la loi ou l'ensemble d'un code juridique, on comprend la moralité qu'il y a derrière. Il y a forcément de moralité derrière. Eh bien, je dirais pas que c'est pas mieux. Je dis, il faut que ça soit autoportant. Et je retombe sur ce que disait Jean-Charles, c'est-à-dire que si on n'explique pas la loi, on infantilise le citoyen, mais Jean-Charles, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est lorsqu'on t'explique la loi qu'on te dit, oui, ça c'est interdit, alors on va vous dire c'est interdit parce que c'est pas bien de faire ça, et puis depuis l'homme des cavernes, etc. Là, on infantilise. Bon. On traite un individu en individu responsable lorsqu'on le lit un corpus juridique qui est écrit de façon claire et qui va pouvoir comprendre en le lisant quelle est l'idée qu'il y a derrière.
Et là, il n'est pas infantilisé. Il est infantilisé, c'est ce que font les curés. Moi, je reviens, de toute façon, les curés, ils sont au pouvoir, hein, bon, ils sont à l'ENA, mais c'est pareil. Bon. Et donc, il dit, mais mes enfants, vous savez, il faut faire ça, mais c'est bien, c'est parce que ceci, parce que cela. Bon, c'est tout. Voilà. Bon. Donc, infantiliser, c'est justement expliquer pourquoi on a fait une loi. Il y a des, voilà. Eh ben, alors, on est là, c'est justement, c'est intéressant de débattre parce que les clivages se révèlent de façon extrêmement claire. La philosophie du droit est... Bon, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement net que personne ne conteste, c'est qu'il y a deux visions du droit, la vision du droit précis et la vision du droit imprécis. Alors, bon, je vous rappelle, l'objectif de cette session, c'est d'analyser l'article 12 du préambule de 46. Donc nous avons dévié de l'objet, et c'est ce qui fait que nous avons, dans nos travaux, effectivement des analyses formelles avec un livrable, et donc qui fait, je dirais, l'objet de la première partie, et puis des débats plus généraux. Donc nous avons eu ici en seconde partie une illustration. Voilà, donc je vous remercie, messieurs, de vos contributions et de votre discipline. À bientôt.